C'est une enquête sur le marché de la bière en Afrique. Le journaliste Olivier Van Beemen s'est penché sur les méthodes du géant néerlandais Heineken. Implication douteuse dans des folies meurtrières, affaires de corruption, soutien aux dictatures. On en parle avec lui. Bonsoir Olivier Van Beemen. Bonsoir. Alors vous publiez aux éditions Rue de l'Échiquier Heineken en Afrique, une multinationale décomplexée. 5 ans d'enquête, plus de 400 entretiens dans 12 pays africains. Pourquoi vous avez choisi de vous concentrer sur Heineken ? En fait, c'est venu un peu par hasard, presque. J'étais en train de couvrir la chute de Ben Ali pour mon journal. J'étais correspondant en France à l'époque. Et là, j'ai découvert pour la première fois que Heineken était dans un partenariat douteux avec quelqu'un qui était lié au clan de Ben Ali. Et Heineken a vraiment menti là-dessus. L'entreprise m'a dit on ne savait pas que ce monsieur était lié au clan. Et ça m'a vraiment motivé de fouiller un peu plus dans les affaires africaines de cette grande entreprise néerlandaise. Alors, un des exemples les plus terribles que vous traitez, c'est le cas du Rwanda. Comment les génocidaires Hutus se sont appropriés la bière Primus produite par Heineken? Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la production de Heineken, de la brasserie au Rwanda, a continué tout au long du génocide, jusqu'à 10 jours de la fin. Et pour Heineken, c'était vraiment, il faisait de bonnes affaires. Il n'y avait pas de questions éthiques à cette époque. Une porte-parole avait dit tant qu'il y a de l'offre, tant qu'il y a de la demande, nous, on continue à produire. Et cette bière, Heineken s'en rendait bien compte, servait à motiver, à récompenser les tueurs pendant le génocide. Donc, c'est vraiment... Vous avez des exemples précis ? En fait, il y a par exemple le livre de Jean Hatzfeld qui montre vraiment comment un groupe de tueurs ordinaires, parce que en fait les tueurs étaient souvent pas des milices, pas de soldats, mais c'était des civils. Donc c'est très dur déjà à la machette de tuer et il fallait s'enivrer. Et lui, dans ce livre, il montre très bien comment cette bière a joué un rôle très important. Et en même temps, Heineken continuait à payer les taxes aussi au régime génocidaire. Donc c'était en contribution financière en même temps aussi. Et concrètement, comment Heineken a profité du génocide des Tutsis pour adopter une nouvelle stratégie commerciale ? Je ne dirais pas qu'ils ont profité pour adapter une nouvelle stratégie commerciale. Je dirais plutôt que Heineken n'a rien fait pour arrêter la production. C'est ce qu'ils Il y a le cas de Goma, par exemple, que vous citez dans votre livre. Oui, ce qui se passe, c'était qu'il y avait la direction administrative s'était réfugiée à Goma, donc de l'autre côté de la frontière. C'est tout proche de la brasserie au Rwanda. Et il y avait un contact journalier entre ces deux entités, ce que nie Heineken maintenant. Heineken dit maintenant que cette brasserie était devenue tout à fait autonome et que Heineken n'avait plus aucun contrôle sur la brasserie. Estimez-vous que Heineken est complice des génocidaires Hutus ? Je pense qu'il y a de bons arguments à faire. Il faut vraiment faire encore plus de recherches, bien sûr, sur le plan juridique aussi, mais je pense qu'il y a de très bons arguments pour dire que Heineken a pu être complice lors du génocide au Rwanda. Alors vous citez aussi le cas du Nigeria. En 2006, 2500 prostituées ont été formées pour convaincre les clients dans les bars de changer de bière. Comment a opéré Heineken sur ce cas précis ? Oui, ce qui s'est passé là-bas, c'est qu'il y avait une concurrence entre Guinness, la bière très connue, la bière brune des Anglais, des Irlandais, et il y avait le rival de Heineken qui s'appelle Legend. Et Legend était un peu à la traîne. Donc il y avait le directeur général de l'époque qui voulait pousser cette marque. Il avait peu de budget, donc il a lancé une opération originale, on peut dire. C'était d'engager 2500 prostituées dans 500 hotspots, comme on dit là-bas au moins. Et donc, c'était vraiment convaincre le client. On ne pouvait pas trop le dire à la télé, mais on pouvait le dire en face à face, que cette bière marche très bien et ça vous rend viril, en fait. C'est un peu la connotation qu'il y a avec cette bière brune dans beaucoup de pays africains. Donc, ils ont vraiment joué sur cet axe-là. Alors vous avez rencontré Heineken. Comment ils se sont défendus face à ces accusations ? Ils adaptent plusieurs stratégies.
ils changent un peu de ligne de défense aussi de temps en temps. Maintenant, en France, ils ont commencé par dire c'est basé sur des rumeurs. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas vraiment dit quand mon livre est sorti aux Pays-Bas. Là, c'était plutôt c'est des incidents dont tu parles et la plupart des choses font plutôt pas mal. Donc, ils changent un peu de stratégie. Mais ce que j'observe en même temps, c'est qu'ils ne changent pas vraiment leur politique. Et quand on parle des filles promotrices, ce ne sont pas vraiment les mêmes filles que les prostituées qui ont été engagées au Nigeria, mais ça se fait partout en Afrique. Et Heineken, au mois de mars, a vraiment promis de s'améliorer et de garantir de bonnes circonstances de travail. Or, je suis allé vérifier au Kenya cet été et c'était toujours la même chose. Rien n'avait... Les pratiques donc se poursuivent. Oui. Merci beaucoup Olivier Van Beemen. Je rappelle votre enquête Heineken en Afrique, une multinationale décomplexée parue aux éditions Rue de l'Échiquier. Merci beaucoup. Merci.